On va parler aujourd'hui d'une réforme qui a eu lieu dans plus de 80% des universités américaines. Cette réforme, à la base, consiste à favoriser l'inclusivité et la diversité au sein des plus prestigieuses universités américaines. Et comme on va le voir, cela va accroître la domination des élites envers les classes populaires et les classes moyennes. Je vais tout vous expliquer en détail, mais sachez que tout ce qui se passe aux États-Unis est déjà en train d'arriver en France. Une récente étude de Rachetti et ses collègues de l'université d'Harvard ont montré l'évident. Les universités prestigieuses ont beaucoup plus tendance à recruter des élèves issus de familles riches que des élèves provenant de la classe populaire ou de la classe moyenne. Depuis quelques années, aux États-Unis, beaucoup de personnes d'extrême gauche souhaitent abolir les tests d'entrée aux universités prestigieuses. Je pense notamment aux tests SAT ou aux tests ACT. Selon l'Université de Columbie aux États-Unis, la raison est, je cite, de déterminer au mieux l'aptitude d'un candidat à l'admission et sa capacité à s'épanouir dans notre programme d'études et notre communauté et de favoriser l'accès à nos possibilités d'éducation. Je vous rassure, si vous n'y comprenez rien, c'est tout à fait normal. C'est un langage d'élite où on retrouve toujours les mêmes mots, toujours les mêmes charabia, toujours les mêmes euphémismes. Si vous parlez de cette manière, vous serez accueilli et intégré dans les grandes universités, sinon c'est la porte. La réalité, c'est que d'après l'association Opportunity Insight basée à Harvard, la proposition de vouloir abolir les tests d'entrée aux grandes universités est tout sauf équitable. Après avoir récupéré des données d'entretien d'embauche, des lettres de motivation, des lettres de recommandation, des CV ou tout autre document qui n'était pas académique, ils ont remarqué que tout ce qui n'était pas directement lié au parcours universitaire favorise les élites. Pour faire simple, quand un recruteur va chercher un candidat pour une offre d'emploi ou pour une offre d'université, il ne va pas regarder le parcours universitaire, mais bien ses activités extérieures. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui est plus facile à faire pour un élève issu de la classe populaire? 1. Prendre un livre et étudier, ou 2. Prendre une année sabbatique et partir un an voyager en Amérique du Sud. Bon, la réponse est assez évidente. C'est beaucoup plus facile pour un élève qui n'a pas d'argent de prendre un livre et d'étudier plutôt que de partir un an en Amérique du Sud. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un graphique. Sur ce graphique figurent des répartitions de notes en fonction du niveau de richesse des parents pour des élèves ayant intégré l'école avec les mêmes notes à l'examen d'entrée. Je sais que c'est un peu compliqué, mais suivez-moi jusqu'au bout, je vous donne un exemple juste après. On retrouve 4 répartitions de notes différentes. Les notes académiques, les appréciations des professeurs, les lettres de recommandation et enfin les notes d'activité extrascolaire. Par exemple, pour un musicien, les notes d'activité extrascolaire correspondent aux notes qu'il reçoit au conservatoire de musique. Ce qu'on peut constater sur le graphique, c'est qu'entre autres, les étudiants issus de familles très riches auront beaucoup plus de chances d'obtenir des lettres de recommandation, de récupérer des bonnes notes dans leur activité extrascolaire ou encore d'avoir des appréciations très valorisantes des professeurs. En l'occurrence, les élèves issus d'une famille qui fait partie des 0,1% des familles les plus riches auront 43% de chances d'avoir une très bonne appréciation des professeurs contre 32% ou 34% en moyenne par rapport aux autres élèves. Cela peut paraître peu, mais 10% c'est déjà énorme. Et comme vous pouvez le voir, pour ce qui est des notes académiques, l'écart est beaucoup plus faible. Il y a beaucoup plus d'égalité dans les notes académiques que dans le reste. En d'autres termes, les élites prétendent vouloir faire le bien en supprimant les tests d'entrée aux grandes universités, mais la réalité, c'est que cela creuse d'autant plus le fossé qu'il existe entre les classes populaires et l'élite. La réelle mission de ces écoles d'élite, qu'ils l'admettent ou non, et de recruter et d'attirer des élites. L'une des raisons pour lesquelles les écoles d'élite durent depuis si longtemps, c'est qu'elles arrivent à créer un réseau avec toutes les factions de l'élite. Je m'explique. Par exemple, HEC, Harvard ou Polytechnique a survécu à de multiples bouleversements sociaux. Et ils l'ont fait en recrutant des élites, des contre-élites, des futures élites et des futures contre-élites. Dans ces groupes de personnes que je viens de vous décrire, certains ont des liens étroits avec le gouvernement et d'autres, quant à eux, veulent le remplacer. Mais dans tous les cas, l'école y ressort gagnante. Dans l'une de mes précédentes vidéos qui s'affichera juste ici normalement, j'avais montré que l'école que l'on rejoint n'avait aucun impact sur le salaire. Ce qui compte réellement, c'est notre
admission et non pas là où on décide d'aller. Cependant, ce que je n'ai pas précisé dans ma vidéo, c'est qu'il y a une étude de Chetty et ses collègues qui montre quelque chose de très intéressant. Ceux qui sont admissibles à des universités prestigieuses par rapport à ceux qui ne sont pas admissibles ont 60% de chances de plus d'avoir un salaire qui est dans le top 1%, 2 fois plus de chances d'appartenir à une des 10 meilleures universités et 3 fois plus de chances de travailler pour une grande entreprise. Amazon, Google, McKinsey, The New York Times, etc., etc. Par exemple, une étude a montré que la moitié des journalistes du New York Times provenaient d'écoles prestigieuses. En gros, venir d'une école prestigieuse n'a aucun impact sur le revenu, mais cela a d'autres conséquences. Notamment, comme le dit l'un des auteurs de l'étude, David Deming, c'est comme si tu gagnais un ticket de loto pour rejoindre l'élite culturelle ou économique. Si tu veux changer la société, influencer les autres ou définir quels sont les sujets sociétaux, alors là, ton école aura un impact. Bien sûr, ce n'est pas tout blanc tout noir, mais si je reprends l'exemple du ticket de loto, c'est comme si les gens qui avaient fait des grandes universités avaient 2 tickets par rapport à une personne lambda qui, lui, n'en a qu'un seul. Par exemple, les auteurs provenant d'une université prestigieuse auront 2 fois plus de chances d'avoir un contrat avec une grande maison d'édition par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait une école prestigieuse. Si tu ne viens pas d'une grande université, tes chances d'appartenir à l'élite culturelle ou économique sont proches de 0. En revanche, si tu viens d'une grande université, là, ça change. Tu as une chance petite, mais tu as quand même une chance. Tu passes d'une chance minuscule à une petite chance. Dans une étude publiée en 2014, des chercheurs ont demandé à des étudiants d'Harvard et de l'université de Pennsylvania aux États-Unis de trouver 7 mots pour décrire leur école. Lorsque les chercheurs ont comparé les résultats, ils ont découvert quelque chose d'assez intéressant. Pour les étudiants de l'université de Pennsylvania, le mot Ivy avait beaucoup plus de chances d'apparaître que pour les étudiants d'Harvard. On a un peu la même chose en France avec les groupements d'écoles centrales et les mines. Il y a Centrale Paris, Centrale Lille, Centrale Nantes, Centrale Lyon et Centrale Marseille qui est la moins bien classée. Ce que l'étude montre donc, c'est que dans notre cas, un étudiant de l'école Centrale Paris aura beaucoup moins tendance à faire figurer le mot central pour décrire son école qu'un étudiant de l'école Centrale Marseille. Ceux qui appartiennent à un groupe d'élite très proche de la frontière vont avoir beaucoup plus tendance à signaler leur position plutôt que les personnes qui se sentent à l'aise au sein du groupe. Leur position au sein du groupe est assurée. Le phénomène que je viens de vous décrire n'est pas propre uniquement aux universités, mais à toute appartenance de groupe d'élite, quel qu'il soit. Un exemple qui m'a marqué, c'est celui de l'usurpation raciale. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un phénomène qui a eu lieu dans les années 1900 aux États-Unis, où des personnes d'une certaine ethnicité se faisaient passer pour des personnes d'une toute autre ethnicité. En l'occurrence, des personnes de couleur se faisaient passer pour des blancs. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. Par exemple, les personnes métisses s'identifient toujours à la communauté la plus élevée socialement parlant. Ce phénomène est encore d'actualité puisqu'on le retrouve encore aujourd'hui et il a provoqué selon moi l'une des plus grandes divisions du mouvement féministe. Des personnes biologiquement hommes vont s'identifier comme des femmes et donc pouvoir profiter des avantages qui lui sont attribués par cette communauté, ce qui va déplaire évidemment à certaines femmes. Tout le monde veut appartenir à l'élite, obtenir un haut statut social et être reconnu de tous, qu'on le veuille ou non. Cependant, il y a un nombre de places limité. Comment l'élite fait-elle pour sécuriser sa place ? Pour Rob Henderson et sa théorie sur les croyances de luxe, les élites vont croire certaines choses qui vont leur procurer des avantages, mais si des personnes issues de la classe populaire ou moyenne croient ces mêmes choses, quant à eux, ça va leur procurer des inconvénients, des désavantages, etc., etc. Cela va avoir un coût pour les personnes de la classe populaire. La volonté de supprimer les tests en sont la preuve. Cela favorise les élites et accroît leur domination. Cette théorie sur les croyances de luxe s'applique aussi à d'autres exemples. Par exemple, la volonté de supprimer la police. On le retrouve aussi dans la lutte féministe, dans la lutte écologique, etc., etc. Mais je le détaillerai peut-être dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse.